Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être connectés à cet atelier co-organisé par BPI France et les chambres de commerce françaises à l'international, dont la thématique est les stratégies d'implantation et de croissance externe au Royaume-Uni, Espagne et Portugal. Je suis Tini Doussand Ramirez, déléguée internationale chez BPI France pour la région Sud, et je serai la modératrice de cet atelier. Sans plus attendre, je passe la parole à Mélodie Muller, chargée de développement export zone Europe, Russie et Caucase chez BPI France pour une courte introduction. Mélodie, c'est à toi. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Merci Tini pour cette petite introduction et je remercie les différentes chambres de commerce internationales pour leur participation. Donc, je m'appelle Mélodie Muller et je fais partie de l'équipe développement export de BPI France à l'étranger, donc qui compte 16 personnes qui sont réparties dans 9 bureaux sur chaque continent. Et je suis basée à Düsseldorf en Allemagne et donc je représente BPI France sur la zone Europe, donc, qui va de l'Allemagne à la Russie. Et donc évidemment, je représente BPI France au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni. Et je serai rejointe prochainement, donc début mai, par Florent Bucciaso, qui sera le prochain responsable de zone. Donc, pour vous expliquer un petit peu la mission du bureau du Düsseldorf, c'est de créer un climat favorable pour nos clients, les entreprises françaises et leurs partenaires, les acheteurs à l'étranger, donc pour accompagner les entreprises à chaque étape clé de leur développement à l'international. Et je suis également en charge de promouvoir BPI France et nos différentes activités auprès de nos partenaires institutionnels, mais aussi de détecter des opportunités d'affaires, des deals à l'étranger, donc pour nos collaborateurs en France et aussi être en appui évidemment aux directions régionales. Donc, comme vous l'avez bien compris, l'objet de ce webinaire est de vous donner les grandes tendances des marchés portugais, espagnols et anglais, où il y a de réelles opportunités d'affaires, et notamment pour les entreprises françaises qui souhaitent s'y implanter. Et la France est le pays européen qui compte le plus de filiales à l'étranger. Donc, elles sont principalement situées en Europe, donc avec plus de 3669 filiales françaises au Royaume-Uni, la première destination. Ensuite, l'Espagne est en troisième position avec 2334 filiales. Ça représente à peu près 11% du total des entreprises étrangères en Espagne. Et évidemment, le Portugal dispose d'une grande attractivité pour nos entreprises qui souhaitent s'implanter. Donc, les experts des chambres de commerce internationales et TINI de BPI France vous livreront de précieux conseils pour réussir votre stratégie d'implantation et de croissance externe sur ces 3 pays, et ils vous présenteront aussi les solutions de financement et d'accompagnement. Donc, je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci Mélodie. Nous allons donc commencer le tour de table virtuel qui va durer une dizaine de minutes par zone géographique. Donc, on va commencer le tour de table par l'Espagne avec Sébastien Alvarez et Véronique Oberlé de la Chambre de commerce franco-espagnole qui vont vous faire un état des lieux de la situation économique du pays avec un focus bien évidemment du contexte actuel de pandémie et nous présenter les stratégies d'implantation adaptées et les opportunités sur le marché. Je passe la main donc maintenant à Sébastien pour nous présenter tout ça. Merci Tini. Alors, tout d'abord, ravi d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Je tiens à remercier CCI France Internationale et BPI pour l'initiative. Et ensuite, vous dire que on est ravi du choix de l'Espagne, mais c'est un choix qui, dans ce contexte, nous paraît logique, parce que si je pense qu'un des points positifs que va avoir cette crise, c'est le renforcement des liens entre nos pays, entre la France et l'Espagne, entre les pays de la zone euro en général, qui étaient déjà très forts, Mélodie vient de nous préciser ici, mais il y a encore une marge de développement et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire entre nos deux pays. Et avec Véronique, nous allons essayer de vous dire pourquoi aujourd'hui et vous donner quelques éléments de réponse. Donc, sans transition, je vais démarrer tout de suite parce que j'ai assez peu de temps, donc on va essayer de vous donner un maximum de contenu. Donc, on parlait des opportunités de l'Espagne et pourquoi l'Espagne, c'est un des principaux partenaires économiques de la France, mais il y a également des raisons concrètes à cela, notamment par exemple la population, qui est une population importante, c'est le quatrième pays européen en termes de population, donc ça ouvre un marché assez important, on est à 47 millions d'habitants, et j'ajouterais qu'à ces 47 millions d'habitants,
Vous avez également 80 millions de touristes. Donc ça, c'est un chiffre qui est avant le Covid, bien entendu. On espère tous qu'une fois que cette crise passera, les chiffres et la réalité reviendra à peu près à ce niveau-là. Donc, deuxième pays mondial, deuxième destination mondiale en termes de tourisme, derrière la France, coude à coude avec les Américains, encore une fois avant la crise. Donc, un marché très important. Ce qui fait que beaucoup de territoires sont des territoires qui sont intéressants pour vos marchés. On pense souvent à Madrid, on pense souvent à la Catalogne, mais j'étais, moi, ces jours-ci aux Canaries. Et les Canaries, certes, est un marché qui est relativement petit. On parle de 2-3 millions d'habitants, mais il y a 16 millions de touristes aux Canaries chaque année. Donc, ce qui fait que vraiment, vous avez des possibilités. Donc, c'est très important pour vous de voir l'Espagne dans un ensemble également et de réfléchir aux possibilités de marché de toutes ces destinations-là. En termes d'investissement également, très important, donc on le disait tout à l'heure, c'est une des principales destinations des filiales françaises. L'Espagne et Madrid et Barcelone en particulier sont deux destinations très importantes de FDI, de l'investissement étranger, avec ces dernières années sur la capitale espagnole vraiment des chiffres très très importants et beaucoup d'arrivées de grands groupes internationaux. Par exemple, pour vous donner une petite illustration, il nous manquait des grands hôtels ici à Madrid et toutes les chaînes de grands hôtels sont arrivées ces dernières années. On ne peut pas les citer, Intercontinental, Four Seasons, etc., qui sont installés maintenant à Madrid. Donc ça, c'est un signe. Pour entrer un peu plus dans le détail des secteurs qui sont les secteurs porteurs pour vos entreprises, on a fait une petite sélection, une petite présentation. Donc, on a plusieurs secteurs qui sont ressortis. L'automobile, notamment, donc deuxième producteur européen, l'Espagne. Donc, on n'a pas de fabricant national, puisque depuis maintenant de nombreuses années, le SEAT est entré dans le groupe Volkswagen, donc on n'est plus espagnol. Mais nous avons la plupart des grands constructeurs mondiaux qui sont installés en Espagne. Les Français, notamment Renault à Valladolid, PSA, le groupe PSA en Galice, à Vigo, vous avez Ford à Valence, vous avez SEAT, Volkswagen qui sont en Catalogne, etc., etc. Donc, sur tout le territoire espagnol, vous allez avoir des possibilités dans ce secteur-là avec des grands groupes qui sont présents. La Silver Economy, donc le care, on va dire, porté sur les personnes âgées, l'Espagne est une destination, alors plusieurs arguments. D'abord, c'est un pays avec une espérance de vie très, très, très élevée. C'est le deuxième au niveau mondial. Derrière le Japon, on verra si ce pronostic va se confirmer, on dit que l'Espagne dépassera le Japon dans le futur. Et vous avez également beaucoup de retraités européens qui viennent s'installer en Espagne. Donc ça ouvre beaucoup de perspectives également aux entreprises qui travaillent dans ce secteur-là. L'agroalimentaire, donc l'Espagne est une puissance importante. Moi, je mettrai en avant surtout pour vos projets d'implantation des produits innovants, des produits dans le secteur du bio. Donc, certes, l'Espagne est un pays très important dans la production, dans le terrain bio, mais il y a beaucoup de marge de développement dans la consommation de produits bio. Donc, on vous invite les producteurs de ces produits-là à venir vraiment en Espagne. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est en développement croissant très important. Les énergies renouvelables, je rentre des Canaries où j'ai passé quelques jours de travail. Beaucoup de régions vont vraiment se centrer sur ce secteur-là. L'Espagne dispose de conditions favorables pour ce secteur, le soleil, le vent, la mer. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire dans ce secteur-là. On vous invite vraiment à le prendre en considération. On a beaucoup de retard sur beaucoup de pays européens et on va essayer de le récupérer. J'en parlerai tout à l'heure avec les aides qui vont être données par l'Union européenne. Sur le secteur des TIC, le secteur audiovisuel, je parlais des Canaries, très fort là-bas, mais d'autres régions également espagnoles sont à la pointe sur ce secteur-là. Madrid, le Pays Basque, la Navarre, la Catalogne. Et sur les startups, Madrid et Barcelone sont deux spots très importants de présence de startups. Ils font partie du top 10 européen. Pour vous donner un petit panorama de ce qui s'est passé avec la crise, sans rentrer dans les détails sanitaires, mais plutôt économiques. Donc, on a des circonstances qui sont assez similaires à celles de la France, avec un confinement à partir du mois de mars. Je pense que les destins français et espagnols sont parallèles ici. Pourquoi? Parce qu'on a des caractéristiques similaires, des pays très ouverts, des pays très touristiques. Donc, on a été très frappés, les deux pays, par la crise. Donc, un confinement qui a duré plusieurs semaines en Espagne, avec un début d'ouverture à la fin du printemps, mai-juin. Et depuis mai-juin, donc nous, en Espagne, on travaille de façon régionalisée, comme tout ici dans ce pays. C'est-à-dire que vous avez des régions
en fonction des situations qui sont plus fermées que d'autres, notamment Madrid, par exemple, qui est assez ouvert depuis le mois de juin, alors que d'autres régions décident de fermer. Ça, c'est vraiment une décision qui est régionalisée. Donc, la situation aujourd'hui, elle est sur une courbe descendante. On arrive dans un plateau bas et on espère qu'avec la campagne de vaccination qui est en train d'accélérer, on arriverait peut-être à l'été à une situation relativement favorable. On l'espère. L'impact économique de cette crise, il a été très, très fort. L'Espagne est un des pays les plus touchés économiquement par la crise, comme la France d'ailleurs. Et on espère qu'à l'inverse, ce sont les deux pays qui seront se récupérer le plus rapidement. Les secteurs très touchés par la pandémie, bien entendu, le secteur du tourisme qui est fondamental en Espagne. Donc, je vous le disais, c'est la deuxième destination mondiale, mais également en importance à l'intérieur du PIB. On parle d'environ 15% avant la crise. Donc, vous imaginez bien que pour l'économie espagnole, ça a fait beaucoup de dégâts et on espère que ce secteur se récupérera également rapidement. Voilà, d'autres secteurs très touchés, comme par exemple la restauration. Donc, vous avez des systèmes de chômage partiel qui ont été mis en place, qui fonctionnent assez bien, qui, pour l'instant, font tenir l'économie espagnole. Et on attend, bien entendu, le soutien également des aides européennes. L'Espagne serait le deuxième pays le plus fourni en aide, après l'Italie, avec du soutien. Ces aides seront orientées sur des secteurs clés comme ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, les énergies renouvelables, un peu sur le secteur touristique également, mais vraiment sur le numérique, la digitalisation des PME, la formation professionnelle. Vraiment, on va essayer d'utiliser ces fonds à bon escient. Voilà, je crois que je suis arrivé sur la fin de mon temps. Donc, je vais passer la parole à ma collègue de la Chambre française de Barcelone, Véronique Oberlé, qui va, elle, vous présenter un petit peu plus les stratégies et des conseils pratiques sur un projet d'implantation en Espagne. Voilà, merci beaucoup. Merci Sébastien. Je te laisse me redonner la main sur le partage. Parfait. Voilà, donc nous allons maintenant passer à Véronique pour les stratégies d'implantation. Oui, bonjour à tous. Merci Tini, merci Sébastien pour la présentation rapide, efficace et effectivement qui montre que l'Espagne reste quand même un marché prioritaire pour les entreprises françaises. Ça a été dit aussi tout à l'heure par l'introduction de notre collègue Club BPI. L'Espagne est un grand marché d'implantation pour les entreprises françaises. On a évoqué 2000 filiales. Et c'est vrai, c'est un nombre que nous confirmons, c'est un nombre que nous voyons croître également en post-Covid. Il continue d'y avoir beaucoup de projets aujourd'hui de demande en fait d'entreprises pour les accompagner dans leur projet d'implantation. La caractéristique principale en fait de l'implantation par filiale ou de la présence française plutôt sur le marché, c'est que c'est une présence ancienne en fait. Ça fait très longtemps que les entreprises françaises s'implantent. Et ça fait très longtemps qu'elles ont choisi le modèle filial pour notamment les entreprises industrielles qui, il y a 30 ans, on a cité l'automobile, on peut citer la chimie, on peut citer l'agroalimentaire, se sont installées en Espagne pour accompagner en fait leur développement dans le marché espagnol même, mais aujourd'hui, ces filiales servent beaucoup comme centre en fait de production et de développement dans le cadre de groupes français à l'international. En clair, un centre de profit français situé ou localisé en Espagne va servir, par exemple pour l'automobile, un modèle qu'on va construire pour l'ensemble de la stratégie européenne du groupe depuis Vigo ou depuis ailleurs. Donc, c'est intéressant de constater qu'elle est ancienne. C'est intéressant de constater aussi qu'elle est diversifiée et que donc elle concerne tout le monde. Ça a été dit également en termes de secteur. L'Espagne est vraiment un marché multisectoriel et ça, c'est une de ses principales caractéristiques. Pour moi, l'Espagne, en termes d'implantation, c'est avant tout ce que j'appellerais un marché de temps long. C'est un marché sur lequel la filiale n'est pas forcément la priorité de toutes les entreprises et n'est pas forcément ce par quoi chaque entreprise devrait démarrer. Chaque entreprise doit prendre en fait la mesure de son marché, la mesure de son projet et surtout la mesure des ressources qu'elle va pouvoir investir en Espagne, qui, je le répète, par son contraste, par sa régionalisation qui a été évoquée par Sébastien, par son côté culturellement marqué, par sa polarisation Madrid-Barcelone,
va nécessiter avant tout, je pense, et ça je le reprends d'observations que nous font les entreprises que nous accompagnons, quelques mois, voire quelques années de tests avant de bien comprendre quel type d'implantation on va choisir. En amont, c'est sur le slide, hein, ce qui est intéressant, et ça je le retire également d'échanges qu'on a pu avoir, c'est surtout d'avoir rapidement la bonne perception du marché. Où est votre marché finalement? Ça a été évoqué, il peut être au Pays Basque, il peut être à Madrid, il peut être à Barcelone, selon le secteur dans lequel vous vous trouvez. Et il se pourrait qu'il ne soit qu'en Andalousie, ou si vous êtes lié à effectivement de l'énergie renouvelable ou du tourisme, ou même lié d'une certaine façon à l'aéronautique, l'Andalousie pourrait être un de vos marchés prioritaires. Donc, ce qui est important, et c'est plutôt la colonne 2 en fait, du slide, c'est de se dire l'Espagne est un marché proche, mais différent, avec énormément de spécificités, et chacun dans sa stratégie, selon son projet, doit se faire sa propre idée de son marché. C'est un marché qui en apparence est très dynamique, à la fois facile, mais sur lequel il y a quand même, et ça c'est quelque chose à prendre en compte lorsque on pense implantation en Espagne, un certain formalisme. Le côté très dynamique et très je dirais, immédiat en fait, du contact avec les Espagnols, notamment un client espagnol, peut parfois nous faire penser que c'est facile d'y réussir et facile notamment de s'y implanter. C'est pas toujours le cas. Il y a énormément d'exemples positifs, mais il y a aussi des exemples où vouloir aller trop vite a montré que c'était pas forcément que ça ne réussissait pas forcément. Donc, prendre en compte en fait cette différence culturelle, prendre en compte une certaine forme de formalisme du marché quand on pense création, par exemple, bien que extrêmement connectée et digitale, l'administration espagnole reste attachée, par exemple, pour une constitution, à un acte notarié. Rien que ça prend plus de 48 heures auxquelles parfois on peut être habitué dans des pays anglo-saxons ou même en France quand on parle de création de société. Donc, ne pas aller trop vite, aller à la mesure de son marché, aller à la mesure de son projet et aller surtout à la mesure de ses ressources parce que ça peut être un marché qui peut coûter cher en termes d'investissement à faire. Les stratégies d'implantation, il y en a évidemment là aussi autant qu'il y a d'entreprises. Celle qu'on observe le plus souvent, c'est en matière de tests et de prospection premier niveau, c'est évidemment l'implantation d'une structure légère qui souvent aujourd'hui pour les entreprises françaises se matérialise par l'implantation d'un VIE. On a aujourd'hui 500 VIE, je pense que c'est le bon chiffre quasiment implanté en Espagne. L'attrait ou l'attractivité en fait du marché espagnol fait que la ressource est disponible française et qu'elle est intéressée par notre marché et qu'il est donc facile entre guillemets pour les entreprises françaises de trouver en fait les profils qui correspondent à leur projet de développement. Donc on peut tester, on peut détacher un salarié sur un projet ponctuel, ça se fait pas mal dans certains secteurs d'IT où on met en place les équipes. Et quand ça commence à fonctionner, on passe évidemment à la création d'une structure. Entre-temps, on peut recruter en local. C'est quelque chose que beaucoup d'entreprises françaises font. Elles ont déjà quelques clients. Elles se développent sur des grands comptes qui nécessitent peut-être du doigté, de la connaissance, justement d'intégrer en fait cette culture espagnole qui reste quand même très prégnante. Et là, on assiste à des demandes assez nombreuses de la part d'entreprises françaises pour le portage de la gestion salariale en fait de commerciaux ou de country managers qu'elles vont mettre sous contrat local. C'est une possibilité qui existe, qu'il faut prendre en compte. Ça passe par une immatriculation de votre entreprise en tant que non-résidente ici en Espagne et c'est matérialisé sous la forme ou l'équivalent plutôt d'un bureau de représentation. Donc, c'est très intéressant parce que ça vous permet justement de mesurer, de tester et d'aller progressivement vers une constitution ou la constitution d'une structure qui est souvent demandée en fait par le client. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de connaître les besoins de vos clients. C'est eux qui vous diront réellement à quel moment ils auront besoin de vous en proximité. Ça peut être pour des raisons de service après-vente, ça peut être pour des raisons tout simplement de capillarité du marché avec des visites nombreuses au niveau des reventes ou du retail, si vous êtes dans ce secteur. Ça peut être pour des raisons logistiques, ça peut être pour des raisons de fiscalité, parce on préfère des factures espagnoles, notamment pour les questions de TVA.
S'implanter avec une filiale, c'est en gros créer une structure qui sera une SL en fait. J'ai mis SL ou SL parce que ça fait de nombreuses années que je travaille en Espagne, de nombreuses années que j'accompagne les entreprises françaises et très franchement, à quelques exceptions près, on a créé des SL à 3 000 € de capital. C'est disons le statut de base qui fonctionne très bien et qui sont réellement l'équivalent d'une SARL en France. C'est le statut le plus commun qui ne dépend pas d'ailleurs ni de la taille ni du capital, puisque de grandes entreprises l'utilisent. Véronique, voilà, il faut bientôt arriver à la conclusion. Évidemment, on a parlé d'opportunités. Le marché espagnol est un marché d'opportunités pour les entreprises qui sont matures et qui ont des projets et qui ont une stratégie de croissance externe, puisqu'il y a de très belles opportunités aujourd'hui d'entreprises espagnoles, familiales, bien capitalisées, avec des savoir-faire qui peuvent vous permettre d'aller plus vite, notamment dans des secteurs où il vous faut travailler avec des marchés publics, avec des administrations, mais aussi avec des clients grands comptes qui peuvent vous permettre d'accélérer en fait votre déploiement. On est là sur des démarches ou plutôt des accompagnements qui sont identiques à ce que vous connaissez ailleurs, avec toujours cette problématique culturelle. Il faut savoir lire entre les lignes et derrière en fait les sociétés qui se vendent, il y a des hommes et ces hommes, il faut apprendre à bien les connaître pour que ça réussisse. Merci Véronique et Sébastien. On poursuit donc sur la péninsule ibérique avec Laurent Marionnet, directeur général de la CCI franco-portugaise. Laurent, je vous laisse nous présenter le Portugal et les opportunités d'internationalisation. Merci Tini, merci à mes collègues espagnols d'avoir fait d'excellentes présentations. Donc moi je vais vous parler du Portugal, qui est un pays aussi de la péninsule ibérique, qui est un pays de taille modeste, comme vous pouvez le voir, mais qui n'est pas un pays des moins importants, notamment pour l'implantation et notamment dans le contexte de post-Covid qu'on va vivre, j'espère, très prochainement, avec certainement des réimplantations ou des relocalisations, comme on dit, de production qui étaient parties en Asie ou dans les pays à bas coût, et donc avec des relocalisations en Europe. Donc vous voyez la population assez modeste. L'avantage du Portugal, c'est que, bon, avantage ou pas, vous le savez, le Portugal a passé une crise économique très importante dans les années 2008-2014. Des réformes structurelles importantes ont été faites. Et en fait, le pays va pouvoir bénéficier de ces réformes pour être sur de bonnes bases pour repartir quand l'économie va redémarrer. Donc, vous voyez qu'avant la crise, on avait des résultats qui étaient quand même assez importants, avec un taux de croissance qui était un petit peu plus de 2%. Mais ce qui était aussi un phénomène, c'est que le Portugal, après la crise, avait récupéré son excédent budgétaire pour arriver à un excédent. Aujourd'hui, comme tous les pays, on est fortement impacté par la crise parce que le taux de chômage est important, est revenu à 10%. Que la croissance a baissé de 8%, mais avec des prévisions de croissance qui sont importantes, et puis un retour de déficit public. Donc voilà la situation globale du Portugal, mais encore une fois avec de bonnes bases et avec une économie qui est relativement saine pour pouvoir redémarrer rapidement. Alors les atouts du Portugal pour l'implantation, mais on est le pays le plus à l'ouest de l'Europe. Donc, ça veut dire qu'on est un carrefour de communication et au cœur d'un marché d'à peu près 250-300 millions d'habitants, qui est le marché lusophone, avec le marché principal, le Brésil. Mais vous voyez qu'en Afrique, notamment, des pays comme le Mozambique ou l'Angola sont des marchés en devenir et qu'il faut garder à l'œil. Et donc, le Portugal peut être un carrefour ou une plateforme pour aborder ces marchés qui sont souvent assez compliqués à traiter. Autre attrait du Portugal, c'est que les infrastructures sont très développées. Vous savez que quand le Portugal est rentré dans l'Union européenne, il a bénéficié d'un certain nombre d'aides importantes pour développer ses infrastructures. Donc, je vais pas détailler ici parce que le temps est limité, mais vous voyez qu'on a des infrastructures importantes. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la semaine dernière, un rapport de l'Union européenne, enfin de l'Agence des télécoms de l'Union européenne a été édité, plaçant le Portugal à la première place de la couverture de la fibre sur Internet. Ça, c'est important dans la situation qu'on vit et certainement ce qu'on va vivre après dans la digitalisation, avec un taux de couverture à 77%, ce qui le place à la tête des pays du monde. Donc, infrastructure importante, une main-d'œuvre qualifiée. Là, c'est aussi un atout du pays, avec des universités qui commencent à rentrer dans les classements mondiaux, notamment des universités de commerce, mais aussi des écoles d'ingénieurs qui sont d'un très bon niveau,
Ce qui fait aussi l'attrait du Portugal, ou quand une société française souhaite venir s'implanter ici, c'est qu'on a une main-d'œuvre qualifiée qui maîtrise souvent bien les langues étrangères, notamment très bien l'anglais et souvent bien le français, assez flexible et avec ce qu'on a peut-être un peu perdu dans nos pays un peu plus anciens, un respect de la hiérarchie et souvent un bon engagement au travail. Des coûts compétitifs, donc là aussi, vous voyez que par rapport à d'autres pays européens, un niveau de salaire minimum qui est relativement bas, à 665 € sur 14 mois. Donc là, j'attire bien votre attention pour les entreprises, les entrepreneurs qui ont des projets d'implantation. Le calcul du salaire se fait sur 14 mois, ici c'est la loi. Donc rapporté sur 12 mois, on est à presque 800 € par mois brut. Des charges patronales qui sont beaucoup moins élevées qu'en France, 23,75%, des charges payées par le salarié à 11%, et un impôt sur les sociétés à 21%. Donc des coûts d'opération qui sont beaucoup moins élevés qu'en France, qu'il faut un peu modérer parce qu'il y a aussi un droit du travail qui existe ici, qui est assez protecteur et très apparenté au droit français, mais une simplification et une flexibilité surtout importante. En ce qui concerne l'environnement des affaires, là, je ne vais pas vous faire de dessin. Le Portugal est un pays agréable à vivre. Moi, j'y suis depuis maintenant 6 ans et je peux vous dire que je n'ai pas l'intention d'en partir. Je m'y trouve très bien. C'est un pays sûr, politiquement très stable, avec justement les effets de la crise passée économique, une simplification des procédures de création de société notamment. Il est assez facile de venir ici créer une société. On peut donc vous accompagner, je ne vais pas détailler non plus les services, donc je crois qu'on le fera un petit peu en fin de présentation, mais la Chambre peut vous accompagner sur tout votre projet d'implantation, de la validation de projet jusqu'à la création de société, en passant par la recherche de fournisseurs, de clients et l'hébergement. Donc voilà, donc une qualité de vie, un environnement des affaires favorable. Pour parler des secteurs d'opportunité, donc qu'est-ce qui marche? On a des secteurs qui sont assez similaires à notre grand voisin espagnol, puisque les économies sont quand même très, très, très liées. On a des rapports économiques, évidemment, l'Espagne est le premier partenaire économique, mais la France arrive en deuxième. Donc des relations entre la France et le Portugal qui sont quand même aussi très importantes, notamment dans tout ce qui est production, sous-traitance mécanique, avec l'automobile en premier lieu, des implantations dans tout le Portugal, de Français, bien évidemment, avec une très grosse usine de Renault, PSA est présent, mais aussi une énorme usine de Volkswagen qui est présente au sud de Lisbonne. Donc un secteur qui fonctionne très bien et qui fonctionne avec beaucoup de sous-traitants, et des implantations de sous-traitants français. Le secteur de l'aéronautique, qui lui aussi peut être un peu surprenant pour le Portugal, mais avec un pôle qui fonctionne bien. Il y a une locomotive, notamment avec une usine de Embraer, le constructeur brésilien présent au sud de Lisbonne, et qui fait vivre à côté de lui un certain nombre de sous-traitants, notamment quelques Français comme la WAC ou Megachrome, qui sont très présents, très implantés, très fortement impactés aujourd'hui, mais qui devront pouvoir supporter la crise et repartir quand tout repartira bien. Technologie de l'information, là, il faut le prendre au global, c'est tout ce qui est secteur de l'innovation, technologie de l'information. Ça, c'est un phénomène qui est assez ancien, finalement. Le Portugal est assez précurseur et développeur de nouvelles technologies. Les Portugais sont très friands aussi de nouvelles technologies. Pour la petite histoire, le télépéage, par exemple, a été inventé au Portugal. On dispose de moyens de paiement aussi qui n'existent que chez nous, et à partir d'un terminal de paiement ou d'un distributeur bancaire, on peut faire beaucoup de transactions. On a aussi des centres d'innovation qui sont implantés au Portugal. Donc, je crois qu'aujourd'hui, en fait, le Portugal est vu comme un pays de sous-traitance, mais de plus en plus doit être vu comme un centre d'innovation. Donc, on peut passer au slide suivant, où vous voyez que de nombreuses implantations, notamment françaises, mais pas que, qui font que beaucoup de centres d'innovation, de recherche sont en train de s'implanter au Portugal. Vous avez notamment dans le secteur de l'automobile, BMW, Mercedes et Volkswagen qui ont ouvert des centres de recherche sur le véhicule du futur, mais vous avez aussi de nombreuses implantations françaises. Donc ça, c'est aussi ce qu'il faut voir pour le Portugal, un phénomène assez intéressant. En ce qui concerne la web économie, les startups, là aussi, un peu comme l'Espagne, on a beaucoup de startups qui viennent ici. On a tendance à dire, grâce à notre climat, qu'on est peut-être une Silicon Valley de l'Europe.
Mais vous voyez qu'on a un grand centre de start-up qui est en train d'être construit, une French Tech qui est très présente aussi et qui est très active au Portugal, et surtout un grand salon qui est arrivé au Portugal, qui s'appelle l'Web Summit, et qui se développe et qui va rester jusqu'en 2028 au Portugal. Autre secteur, et là non négligeable et avec beaucoup de potentialité, c'est les énergies renouvelables. Là, le Portugal est très en avance sur le développement des énergies renouvelables, fonctionne déjà à 60-70% avec de l'énergie éolienne ou solaire, de sa production. Un fort potentiel de développement pour les entreprises françaises de ces secteurs parce que le gouvernement portugais lance des appels d'offres pour le développement de l'énergie solaire. Et puis, il va y avoir très prochainement le renouvellement du parc éolien, donc à ne pas perdre de vue. Le tourisme, bien évidemment. Donc là, c'est aussi le tourisme a été un effet déclencheur de reprise après la crise financière en 2014, avec un nombre de visiteurs en 2019, 24 millions. C'est un secteur qui représentait avant la crise 10% du PIB. Autant vous dire qu'aujourd'hui, il est totalement sinistré, donc quasiment proche de zéro. Mais là encore, les Portugais ont été très novateurs et pour essayer de sauver un peu ce secteur en lançant des labels de sécurité ou d'hygiène, les Clean and Safe Travel. Ces deux labels ont été inventés au Portugal, sont repris maintenant dans beaucoup de pays du monde. Et ça, c'est un secteur qui va repartir évidemment très vite dès qu'on pourra revoyager et avec des projets d'implantation, notamment d'hôteliers et de groupes français qui sont bien présents, mais aussi dans la silver economy, avec l'implantation de maisons de retraite ou de centres de vie pour les personnes âgées. Deux derniers secteurs, peut-être, Laurent, pour conclure. On conclut l'immobilier, évidemment, parce qu'on ne peut pas passer à côté. L'immobilier, forte tendance, donc avec des prix très intéressants. Trois pôles, Lisbonne, Porto et le sud, l'Algarve, où là, on peut s'implanter, avec une grande disparité dans les prix assez élevés dans les grands centres, mais dès qu'on sort des grands centres, avec des prix qui sont tout à fait abordables, et donc un secteur aussi qui entraîne tout ce qui est construction, décoration, et qui offre de grandes potentialités pour les Français. Voilà, je n'ai pas parlé de l'agriculture, de la mode, de la céramique, qui sont des secteurs traditionnels, mais qui se développent encore avec beaucoup de potentiel. Et donc, on est là aussi, comme mes collègues, pour vous accompagner à vous implanter au Portugal. Voilà, merci. Merci Laurent. Last but not least, nous rejoignons maintenant Christelle Bouquier de la CCI franco-britannique pour une cartographie du Royaume-Uni. Christelle, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Tini. Alors effectivement, le Royaume-Uni est un leader mondial au niveau économique, 5e économie mondiale, 2e économie européenne après l'Allemagne, une population à peu près similaire à la France, et bien sûr une économie tournée vers les services en très grande partie. Un environnement économique très favorable au secteur privé, voilà une économie clairement libérale. Un impôt sur les sociétés qui est très bas parmi les pays développés, 19%. Bon, on n'est pas sûr que ça dure, mais pour l'instant, c'est toujours à 19%. Voilà, un classement par la Banque mondiale sur les opportunités et l'environnement des affaires qui est très favorable, 8e pays sur 190 au niveau mondial. Pour parler de la crise, donc il y a eu un soutien du gouvernement absolument sans précédent. Alors, pour mettre à jour le chiffre, c'est plus seulement 300 milliards de livres, mais 355 milliards de livres. Donc, ça fait à peu près 415 milliards d'euros. Donc, si ce n'est le premier pays, c'est un des premiers pays en termes de soutien économique, donc sans précédent, puisque c'est une économie encore une fois libérale. Mais là, vraiment, les pouvoirs publics ont mis le paquet. Une mesure phare mise en place, le chômage partiel, dans lequel le gouvernement contribue à 80% sur le salaire des personnes mises au chômage. Donc, c'est vraiment une mesure totalement inédite et qui a permis de sauver, pour l'instant en tout cas, plus de 11 millions d'emplois. Donc, ça a été mis en place en avril et encore prolongé jusqu'à septembre prochain. Voilà, donc vraiment un soutien inédit. Beaucoup d'allègements fiscaux pour les entreprises également, pour débloquer en fait
des ressources pour des investissements commerciaux. Donc, par exemple, les allègements fiscaux, en l'occurrence, qui ont été annoncés à nouveau, permettraient de débloquer 20 milliards de livres sterling pour des investissements commerciaux. Il y a eu des subventions pour des petites entreprises, mais également les travailleurs indépendants. Et les soutiens sectoriels, je pense par exemple à l'hôtellerie-restauration qui bénéficie en ce moment d'un taux de TVA réduit à 5%. Et ce taux va être prolongé au moins jusqu'en septembre prochain. Donc, vraiment une volonté des pouvoirs publics d'aider à la relance de l'économie. Donc, effectivement, on sait, grâce à ce soutien économique, mais également ce qui s'est passé en fin d'année dernière avec la réouverture progressive de l'économie, que le pays a une capacité de rebond extraordinaire, puisqu'on a vu une croissance à 16% en dernière partie d'année 2020. Il faut savoir que le taux de chômage également est historiquement bas, par rapport aux pays comme la France, par exemple, ou le sud de l'Europe. On estime que le taux de chômage en 2021 sera à un pic, c'est-à-dire 6,7%, mais il faut mettre ce taux en perspective et reconnaître que c'est un taux relativement faible. En fait, les clés de la reprise pour 2021, c'est bien sûr l'investissement des pouvoirs publics sur l'aspect sanitaire. Donc, en fait, tout repose sur la vaccination. La campagne de vaccination a été mise en place dès décembre, si je ne me trompe pas. On compte plus de 20 millions de personnes vaccinées au Royaume-Uni. Donc, c'est un chiffre record, bien sûr, en Europe, mais également dans le monde. Donc, il y a un vrai succès à ce niveau-là. Et cela a permis au gouvernement d'annoncer une feuille de route pour la remise sur pied de l'économie, puisqu'on est encore confiné ici au Royaume-Uni depuis janvier. Mais le gouvernement a annoncé les étapes progressives de la remise en route, avec réouverture des magasins non essentiels dès avril, réouverture des écoles, bien sûr, également une perspective de réouverture des frontières à partir de la fin du mois de mai. Donc voilà, tout est bien planifié. Alors bien sûr, on ne peut pas parler du Royaume-Uni en ce moment sans parler du Brexit. Ce qui est très positif, c'est que finalement, in extremis, un accord a été signé à la fin de l'année dernière, donc en décembre, qui permet aux entreprises de continuer à commercer sans droit de douane ni quota. Donc, ce qui s'est passé et qu'on a observé non seulement à la Chambre, à la Chambre de commerce, mais également de l'économie en général, c'est une augmentation record de la création d'entreprises, également acquisition d'entreprises par des entreprises qui précédemment ne faisaient qu'exporter au Royaume-Uni, donc n'avaient pas de présence de structure juridique dans le pays, mais qui ont décidé, et à raison, de créer une structure sur place pour contourner les procédures douanières et les problèmes de stock que pouvait présenter le nouvel environnement post-Brexit. Dans ce même ordre d'idées, par rapport à la mise en place de nouvelles structures, plus sur le côté pouvoir public, le gouvernement va faire en sorte et est en train de mettre cela en place, de relayer en fait les investissements européens, et une banque d'infrastructures est en train d'être créée dans le nord de l'Angleterre pour continuer à soutenir l'économie. Également, c'est pas forcément lié au Brexit, mais c'est bon à savoir pour des entreprises qui souhaiteraient s'installer au Royaume-Uni. Il y a une véritable volonté des pouvoirs publics de développer non seulement l'Angleterre, mais Écosse, Pays de Galles et nord de l'Irlande, au-delà de Londres et du sud-est de l'Angleterre. Donc, il y a une vraie volonté de développer le reste du pays.
En termes de secteur, donc je vais passer rapidement, mais simplement pour vous donner quelques chiffres. Donc voilà, a priori, les secteurs les plus porteurs et voilà, qui seraient intéressants pour des investissements et des implantations. Donc l'agroalimentaire, il faut savoir, c'est peut-être étonnant, mais c'est la première industrie manufacturière au Royaume-Uni devant l'automobile et l'aérospatiale combinée. Donc il y a certes une dépendance alimentaire, mais une vraie volonté de reconversion, et notamment dans tout ce qui est technologie. Donc, on parle d'agritech, voilà, un secteur porteur. En termes de santé, donc pareil, en fait, disons, les secteurs porteurs sont un peu tournés vers tout ce qui est technologie. Donc, la santé, on parle de biotech, medtech et e-santé. Voilà, il faut savoir que tout ce qui est sciences de la vie et recherche dans ce domaine au Royaume-Uni voilà, sont à la pointe. Et le pays est numéro 1 parmi les pays du G7 voilà, dans la recherche en sciences de la vie. Construction, énergie. Alors, voilà, dans le bâtiment, voilà, il faut savoir que le pays est au premier rang mondial dans l'équipement dans le secteur du bâtiment. Donc, une force majeure, mais également en développement important. Et tout ce qui est énergie renouvelable, donc c'est un peu comme au Portugal et en Espagne, mais voilà, il y a un véritable investissement. Donc voilà, par exemple, 122 milliards de dollars ont été investis dans des projets de création d'énergie renouvelable entre 2010 et 2019. Et voilà, l'énergie renouvelable phare au Royaume-Uni sont les éoliennes, notamment éoliennes offshore. Et le pays est clairement à la pointe au niveau mondial. L'e-commerce, bien sûr, bon, comme tous les pays, a profité de la crise, même si avant la crise, le Royaume-Uni était quand même également à la pointe. Donc voilà, on parle de croissance exponentielle, notamment plus de 74% d'augmentation de la distribution en ligne entre janvier 2020 et janvier 2021, notamment. Enfin, le secteur technologique, donc qui regroupe en fait différents secteurs. Mais voilà, pour donner un ordre d'idée, les investissements qui ont été réalisés entre 2011 et 2016, par exemple, 28 milliards de livres. En comparaison, la France était à 11 milliards et l'Allemagne à 9 milliards. Donc voilà, il y a une l'économie est véritablement tournée vers le côté technologique. FinTech, 10% de part de marché mondial. Cybersécurité, le marché représente plus de 8 milliards de livres en 2020. Donc, marché très porteur actuellement, bien sûr. Et EdTech, donc tout ce qui est éducation et technologie. Plus de la moitié des fournisseurs EdTech européens sont au Royaume-Uni. Donc, voilà, un gros potentiel. Merci Christelle. Maintenant que nous avons les idées un peu plus claires sur les situations économiques de ces 3 pays et des opportunités d'investissement qu'ils représentent, je laisse la parole à Sharafa Chebani, directrice du développement commercial des CCI françaises à l'international. Sharafa, pouvez-vous nous rappeler qui sont les CCI françaises à l'international et quelles sont les solutions qui permettent d'accompagner les projets d'implantation et de croissance externe? Oui, bonjour Tini, bonjour à tous. Je remercie BPI France de son soutien pour ce Business Booster Forum, cette seconde édition, et je remercie aussi mes collègues pour leurs interventions riches en détail sur les opportunités d'affaires que recèlent les pays qu'ils représentent. Alors, vous l'aurez compris, ces 4 chambres françaises de commerce font partie d'un réseau plus large, en fait, composé de 124, et non pas 126, puisque 2 chambres se sont retirées de notre réseau, mais 124 chambres françaises dans 95 pays. Notre communauté d'affaires représente 36 000 entreprises membres avec lesquelles vous pourriez demain créer une interaction par notre intermédiaire. Alors, il s'agit à la fois d'entreprises françaises, mais également d'entreprises françaises ou locales plutôt intéressées par le savoir-faire français et par la France de façon globale. Alors, en Europe, notre réseau est constitué de 34 chambres qui anime un réseau de 9000 entreprises membres qui nous font désormais confiance. Alors, nos établissements sont des structures biculturelles qui ont comme spécificité de comprendre et de maîtriser la culture des affaires en France. Elles sont aussi là
pour vous aider à vous adapter au marché que vous vous apprêtez à entreprendre. Donc, comme vous l'aurez compris, notre cœur de métier est bien d'accompagner les entreprises dans leur développement et dans leur croissance internationale. Alors, slide suivante. Depuis plusieurs années, nous avons nous-mêmes adapté nos services pour mieux vous accompagner, vous aider à réussir votre développement. La palette de nos prestations est assez diversifiée et en fait, elle couvre tous les besoins d'une entreprise, de la recherche d'informations, comme nous le faisons ce matin même, jusqu'à votre installation sur le marché que vous aurez ciblé. Alors, nous sommes en effet en mesure de vous aider à comprendre, à évaluer votre potentiel business avant de vous y déployer. Nous pouvons par exemple réaliser des études de marché. Nos équipes peuvent aussi être sollicitées pour identifier vos futurs clients, vos futurs partenaires commerciaux, voire même vos sous-traitants, comme l'a spécifié Laurent du Portugal. Nous les sélectionnons, nous les évaluons et nous vous les faisons rencontrer. Donc ça vous fait gagner quand même un temps plutôt précieux. Nous pouvons également vous aider à vous implanter dans les pays de votre choix. Nos prestations vont de la création juridique de votre futur établissement à la rédaction du business plan. Selon les pays aussi, nous avons la possibilité de recruter vos futurs RH et certaines entreprises nous mandatent même pour des actions de croissance externe. En effet, nous pouvons aller rechercher et identifier des entreprises à reprendre, ce qui vous permet surtout d'accélérer votre ancrage local. Donc, une fois installé dans le pays de votre choix, nous sommes en capacité, selon les pays bien évidemment et la législation locale, de vous aider à gérer vos affaires. Nous avons notamment développé pour certains pays ce qu'on appelle des prestations de back-office qui consistent à prendre en charge pour votre compte la gestion administrative et comptable de votre entreprise. Donc, avec la crise de la Covid et les difficultés que nous avons tous rencontrées dans nos voyages à l'étranger, nous avons développé et créé pour certains pays ce qu'on appelle le commercial à temps partagé. Alors, il s'agit d'une formule qui est une formule clé en main qui consiste à nous confier votre prospection commerciale. Cette solution est assez prisée, notamment actuellement du fait justement de ces contraintes de déplacement. Donc, ces services sont essentiellement basés sur notre expérience et notre connaissance du terrain. Et elles vous permettent de gagner du temps. Il s'agit essentiellement de prestations sur mesure qui sont adaptées à vos besoins et qui sont adaptées à vos contraintes et notamment à vos budgets. Donc, en 2019, en Europe, ce sont 5000 entreprises que nous avons suivies, conseillées et accompagnées. Alors, le dernier point que je voulais partager avec vous sur tout ce qui a été dit, c'est surtout nos business centers, puisque nous avons beaucoup investi ces dernières années dans des business centers, vous le voyez, à Madrid, à Barcelone et au Portugal, à Lisbonne. Nous avons à disposition des postes de travail qui sont équipés, qui sont en général plutôt bien localisés dans les villes dans lesquelles nous sommes présents. En tout, dans le monde, ce sont 1600 postes de travail qui sont à votre disposition et plus de 450 postes de travail en Europe. Voilà. Et en vous installant dans l'un de ces business centers, eh bien, vous vous arrimez tout simplement à la communauté d'affaires franco-locale et à l'écosystème franco-local, ce qui vous permet là aussi bien d'accélérer votre installation sur le pays de votre choix. Donc, voici en quelques mots qui nous sommes, ce que représente notre réseau, ce que nous sommes en capacité de vous apporter. Et bien évidemment, si votre intérêt se confirme suite aux présentations qui vous ont été faites ce matin, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous dans le cadre de la plateforme du Business Booster Forum avec un ou plusieurs membres de CCI France et aussi avec Tini qui peut être également en capacité de vous accompagner dans le cadre du financement de vos projets à l'international. Voici pour ce que je voulais vous dire et je vous remercie de votre attention. Merci Sharafa. Alors, on l'a vu, les opportunités d'implantation et de croissance externe à l'international sur le Royaume-Uni, l'Espagne et le Portugal sont nombreuses et l'accompagnement local des chambres est l'un des atouts à la réussite de vos projets. L'une des autres pierres angulaires de la réussite de votre stratégie d'implantation et de croissance externe à l'international est le carburant financier et la sécurisation de vos projets.
Sur ces deux volets, BPI France, en tant que banque assureur publique de l'export, peut vous accompagner. Notre continuum de solutions, vous le voyez à l'écran, est très large. Nous allons aujourd'hui nous concentrer en quelques minutes sur les 4 outils qui permettent de financer et sécuriser une implantation ou une opération de croissance externe à l'international. Alors, le premier dispositif, et peut-être le plus connu d'entre tous, c'est l'assurance prospection. L'assurance prospection permet de financer les dépenses de prospection et de vous assurer contre le risque d'échec de votre projet export sur tel ou tel pays. Les frais juridiques inhérents à un projet d'implantation et les frais de fonctionnement d'une implantation, qu'il soit bureau commercial ou filiale, font partie des dépenses éligibles à l'assurance prospection. Grâce au plan de relance export, les modalités sur 2021 ont été renforcées avec notamment un premier versement de l'avance sur indemnité qui est rehaussé à 70% versus 50% précédemment et la possibilité de bénéficier d'une année supplémentaire de la durée de prospection. Donc, on peut vous accompagner jusqu'à 4 ans de prospection sur les pays de votre choix. Donc ça, c'est le premier dispositif. Le deuxième dispositif, la garantie pour les projets à l'international, son petit nom GPI, est-elle une garantie, une assurance qui sécurise à 50% vos apports en fonds propres dans le cadre d'une filiale à l'étranger, que ce soit une création ou une recapitalisation de filiale, ou lors d'un rachat majoritaire d'une entreprise à l'étranger. Nous vous couvrons contre le risque de défaillance économique de votre structure locale. Alors aujourd'hui, cet outil est ouvert hors Union européenne, mais nous attendons le go de nos tutelles de Bercy pour élargir dès 2021 la GPI à toute l'Europe, bien conscient qu'effectivement, eu égard au contexte actuel, les opportunités et les enjeux vont notamment se jouer en Europe. L'un des autres dispositifs de financement, c'est le prêt croissance international. Lui, son petit nom, c'est le PCI. Il permet de financer votre croissance à l'international, dont bien évidemment les stratégies d'internationalisation. Alors, il s'agit d'un financement patient avec du différé de remboursement en capital et sans garantie. Cet outil est réservé aux PME et aux ETI qui ont plus de 3 ans d'existence et nous le faisons en partenariat avec les banquiers de l'affaire. Enfin, si vous êtes une PME ou une ETI indépendante et que votre projet passe par une opération de croissance externe à l'international structurante, alors par structurante, j'entends avec des tailles de cibles à acquérir entre 10 et 150 millions d'euros, c'est une opération qui très probablement va nécessiter de la levée de fonds propres et pas seulement de l'endettement bancaire. Eh bien, sachez que BPI France gère le premier fonds d'investissement dédié aux opérations de croissance externe, d'acquisition d'entreprises à l'international. Et donc là, je vous parle du fonds Build-up international qui est cet outil de notre filiale BPI France Investissement. Donc, vous l'avez vu, il y a à la fois toute une offre d'accompagnement et de financement et de sécurisation qui existe pour vous accompagner dans vos projets d'implantation ou de croissance externe. Et que ce soit BPI France ou les chambres, nous sommes éminemment convaincus que, bien évidemment, c'est l'alliance des deux, de l'accompagnement et des bons outils financiers et assurantiels qui permettent d'avoir de vrais succès à l'export et de pérenniser votre stratégie. Donc, nous arrivons là au bout de la présentation. Alors, juste, oui, en termes d'interlocuteurs aussi, bien évidemment, comme l'a dit Sharafa, n'hésitez pas à nous solliciter, l'équipe BPI France, donc que ce soit Mélodie, basée à Düsseldorf, ou moi en local, ou Arthur également, un de nos collègues sur la direction des financements export. Nous sommes là pour vous aider et vous accompagner dans votre projet. On arrive au bout de cette présentation, donc on va passer maintenant, je vais arrêter le partage, on va passer maintenant à la partie questions du webinaire. J'espère qu'il y en a. Alors, je vais regarder dans le fil de la discussion si nous avons des questions. Alors,
Alors, il y en avait une effectivement sur le support de présentation, bien évidemment, il va vous être fourni. Pas beaucoup d'autres questions. Alors, peut-être à vous écouter, chers collègues, moi j'en ai quelques-unes qui me sont venues. Peut-être, Véronique, quelles sont les tendances pour les projets d'implantation depuis 2020 sur l'Espagne? Merci Tini. Bon, effectivement, là, on l'a entendu sur d'autres pays, mais c'est vrai pour l'Espagne. Il nous arrive pas mal de projets en fait d'implantation. Pour nous, implantation à tout niveau. On a beaucoup de demandes pour l'implantation de VIE, donc les entreprises continuent en fait de prospecter notre marché. Et une des solutions qui marche vraiment bien, c'est celle de la mise sous contrat en fait d'un salarié espagnol qui va défricher et même prolonger en fait le développement du marché. Donc ça, c'est vraiment deux choses qu'on observe beaucoup et qui sont depuis, on va dire, dernier trimestre 2020 et premier trimestre 2021 plutôt en bonne voie. Donc, et je trouve que la partie en fait filiale, présence de structures en Espagne, etc., entreprises consolidées, en 2020 n'a en tous les cas en termes de services pour nous, et je pense que Sébastien peut le confirmer pour Madrid, a bien résisté. Donc ça veut dire que les entreprises continuent en fait, françaises continuent en fait de parier et puis de prolonger en fait leur pari sur le marché espagnol. C'est plutôt bon signe. C'est une bonne nouvelle, oui. Une bonne nouvelle. Parfait, merci Véronique. Concernant le Royaume-Uni, est-ce qu'il y a finalement un secteur qui a été impacté positivement par le Brexit? Christelle, du coup. Ça fait que quelques mois, mais c'est sûr que si vous voulez investir en logistique, je pense que c'est le moment. Logistique et expertise douanière. Voilà, c'est sûr que c'est de plus en plus important, et je pense qu'il n'y aura jamais assez d'entreprises dans le secteur. Donc, définitivement, un impact très positif pour ce secteur. Oui, donc de belles opportunités sur ces deux thématiques. Parfait, merci Christelle. Et alors, pour pas laisser Laurent sans question, du coup, concernant le Portugal, parce que voilà, on est passé peut-être un peu vite sur cette partie-là dans la présentation. Est-ce que la crise a eu un impact, et quel est l'impact sur le marché de l'immobilier au Portugal? Oui, alors ça, c'est une question qui revient souvent en ce moment. On est consulté par beaucoup d'investisseurs français. Le marché de l'immobilier se maintient pour l'instant. En fait, la demande est toujours supérieure à l'offre, notamment demande qui vient en dehors de l'Union européenne, brésiliens et chinois de Hong Kong, qui peuvent bénéficier d'un attrait ici. C'est qu'en investissant 350 000 €, ils ont le titre de séjour permanent, ils ont un visa Schengen. Donc ça aide quand même beaucoup. Ça permet de maintenir les prix et maintenir le marché. Et puis une reconversion en fait des investissements, un peu comme ce qui se passe à Paris aujourd'hui, où les biens immobiliers qui étaient en location courte durée pour le tourisme se reconvertissent en location longue durée, ce qui est aussi bien pour la population locale, ce qui permet de réimplanter des gens dans les centres-villes. Donc le marché se maintient pour l'instant. Dans le marché habitation, marché de bureau, c'est un peu différent. Et là, on aura peut-être plus de problèmes. Mais dans l'habitation, oui, toujours des potentiels. D'accord, parfait. Merci Laurent. Alors, je vois qu'entre-temps, il y a une question qui est arrivée sur le fil de discussion. Alors, je vais peut-être la prendre pour moi. Il y a beaucoup de structures de support pour le développement à l'international, CCI, Business France, BPI, etc. Qu'en est-il de l'idée de guichet unique? Donc, question d'Olivier. Alors, Olivier, très, très bonne question qui a en fait eu une réponse depuis quelque temps, qui s'appelle la Team France Export, donc qui est effectivement l'organisation un petit peu de tout cet écosystème public et privé qui existait et qui continue d'exister sur le développement international des entreprises françaises. Donc, la Team France Export a été créée il y a plus de 2 ans maintenant, et donc c'est effectivement sous l'égide des régions l'organisation de ces différents partenaires de l'export que vous citez, à la fois en France, mais aussi le pendant à l'étranger avec les CCI françaises à l'international et les bureaux de Business France notamment. Donc, il y a vraiment eu sur les dernières années
une tentative voilà, de mieux travailler ensemble, d'harmonisation de toutes ces forces vives en présence, dont le rôle et la mission commune est bien sûr d'améliorer le chiffre du commerce extérieur de la France. Hein. Donc, après, effectivement, l'idée du guichet unique, on reste tous, suivant nos spécialités, vous l'avez vu, des experts, hein, effectivement. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont traiter les sujets de financement et de sécurisation que celles qui vont traiter les sujets d'accompagnement, de prospection, etc. Mais en tout cas, la valeur de cette Team France Export a été de nous faire travailler tous ensemble maintenant et main dans la main. On arrive au bout, 11h30. Merci à tous pour votre attention. Donc le support vous sera adressé parce qu'il était très riche en informations. Merci à tous les intervenants et à très bientôt pour vos projets de déploiement au Royaume-Uni, au Portugal et en Espagne. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.